intervention portera sur deux points. Le premier point relatif à mon expérience des partis politiques d'extrême droite, et le deuxième point relatif aux politiques d'extrême droite, ce qui n'est malheureusement pas toujours la même chose, et je vais m'en expliquer. Alors, donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure, en Flandre, nous avons un grand parti d'extrême droite qui a été plus vaillant, qui est un peu plus faible, fort heureusement aujourd'hui, mais donc qui est le Vlaams Blok, qui est devenu le Vlaams Belang, et qui est une formation politique qui se situe dans la mouvance des collabos flamands de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient favorables au nazisme et au racisme. Et donc, un parti a repris le flambeau, c'est le Vlaams Blok, devenu Vlaams Belang. Alors pourquoi est-il devenu le Vlaams Belang? Et ça c'est important parce que c'est vrai que malheureusement quand on est ici entre antiracistes en train de discuter sur ce qu'il faut faire, on va souvent se lamenter de défaites, mais bon, quand il y a une victoire, il faut quand même la mettre en exergue. Il faut savoir que le Vlaams Blok en 2004 a été dissous. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à démontrer qu'il était raciste et qu'il y avait une loi en Belgique, la loi contre le racisme, qui interdisait le financement public pour les partis qui se rendent coupables de propos racistes. Donc ce parti a été interdit, en tout cas ces ASBL qui lui assuraient le financement public ont été interdits, et donc le parti a été dissous. Bon, malheureusement, ils ont recréé un nouveau parti avec un nouveau nom qui s'appelle le Vlaams Belang, qui est un peu plus prudent évidemment, donc ils évitent d'aller trop loin dans les provocations racistes, mais qui continue à occuper le champ politique de l'extrême droite en Flandre. Et par rapport à ça, donc évidemment, vous savez aussi dernièrement qu'en Belgique, il y a plusieurs régions, la Wallonie, Bruxelles, la Flandre, on en parle beaucoup pour l'instant aussi également. Donc par rapport à ça, en Belgique francophone, à Bruxelles et en Wallonie, les partis d'extrême droite ont toujours été moins forts, pour plusieurs raisons. La première étant sans doute que jusqu'à il y a peu, et malheureusement ça a changé, mais il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, c'est-à-dire que dans les émissions des télévisions publiques et privées, on avait pris l'habitude de ne pas inviter de représentants de ce qu'était à l'époque le Front National belge, donc on a aussi eu notre Front National, et donc ça a évité de donner une certaine visibilité à ces idées. Donc c'est peut-être quelque chose, bon maintenant on est peut-être allé trop loin en France en donnant la parole au Front National, mais en tout cas c'est quelque chose dont on peut faire l'hypothèse que cela nous a prémunis des difficultés qu'on peut rencontrer dans d'autres pays. Et il y a un autre facteur, c'est que le Front National belge était composé d'escrocs, pas simplement d'escrocs intellectuels ou politiques comme ici, mais vraiment de vrais escrocs, donc avec des détournements de fonds, des affaires, de corruption, ce genre de choses-là, et donc ils se sont divisés entre eux pour partager le pactole, et donc finalement ce parti a été dissous. Je pense d'ailleurs que Marine Le Pen a fait interdire l'utilisation par les fascistes belges de l'appellation Front National, tellement que c'était des individus que même elle ne voulait pas avoir comme étant sa vitrine en Belgique. Donc ce parti-là n'existe plus en Belgique francophone. Donc ça c'est par rapport aux partis politiques d'extrême droite, donc des victoires et des tendances plutôt positives. Alors la deuxième partie, c'est les politiques d'extrême droite. Et ça c'est vraiment plus triste pour nous. C'est que, pour donner un exemple, il y a quelques mois, la Ligue des droits de l'homme belge avait sorti une analyse sur ce qu'était le programme ce qu'on a appelé les 70 propositions du Vlaams Blok dans les années 90. C'était tout le programme xénophobe de l'extrême droite flamingant, du Vlaams Blok à l'époque. Et en fait, après avoir vérifié, la Ligue des droits de l'homme s'est rendu compte que ces dernières années, il y a plus de la moitié des mesures, 70 mesures qui constituaient le programme de l'extrême droite en Belgique dans les années 90, qui a été appliqué par d'autres partis au pouvoir. Et ça, effectivement, c'est aussi une défaite pour les antiracistes, parce que je considère qu'on a souvent un tort quand on est antiraciste, quand on est démocrate, c'est de se dire, ce qui est vrai, mais jusqu'à un certain point, qu'on est dans une forteresse assiégée
qu'on doit faire attention que cette forteresse ne tombe pas, que les murs soient solides, qu'on puisse se défendre contre les attaques de ceux qui viennent de l'extérieur. Et on oublie parfois qu'à l'intérieur, il y a une cinquième colonne agissante qui diffuse aussi les idées de l'extrême droite, qui mène aussi la bataille culturelle. Si on prend, pour reprendre l'exemple français, la contamination idéologique des partis dits démocratiques, dits républicains ces dernières années, on se rend compte que les idées que le Front National en France n'a plus le monopole des idées d'extrême droite, malheureusement. Concrètement, dans la banalisation des idées de l'extrême droite, il est clair pour nous que les discours de Guéant, Hortefeux, Morano font plus de tort dans les consciences françaises que le propos politique de toute la famille Le Pen réunie. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre la mesure, parce qu'effectivement, on a beau se défendre de l'extrême droite qui est en dehors de la forteresse, si à l'intérieur de la forteresse républicaine ou démocrate, certains sapent les défenses, c'est pas la meilleure manière de se donner les possibilités de gagner le combat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important à appréhender dans la banalisation du racisme. Donc, en Belgique, on se rend compte qu'aujourd'hui, le premier parti de Belgique, c'est la NVA, qui est une forme de droite extrême, donc la New Vlaamse Alliantie, qui est une dissidence, finalement, des flamingants de l'après-guerre qui trouvaient que le Vlaams Bloc était trop dur, et qui ont adopté un discours xénophobe light de pas mal de partis populistes en Europe, et qui sont arrivés à devenir le premier parti. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit aussi attirer notre attention, et qui, à mon sens, est au moins aussi problématique que l'émergence d'une force politique d'extrême droite délimitée et identifiée comme telle, car sont arrivés au sommet de l'État des gens qui peuvent exploiter ce que nous on appelle le racisme d'État. Pour donner un exemple du racisme d'État, parce qu'on peut discuter ce que le racisme d'État existe. Pour donner un exemple français, il y a une figure historique en France qui incarne la persistance du racisme d'État à travers les époques, c'est Maurice Papon. Maurice Papon, dans les années 40, déportait et exterminait les Juifs, et dans les années 60, réprimait et noyait les Algériens dans Paris. Donc on a vraiment des gens qui ont fait leur carrière politique sur la haine et le rejet de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir dénoncer aussi cette cinquième colonne agissante dans le camp dans le camp républicain, dans les institutions de l'État, car c'est souvent elle qui fait plus de tort que ceux qui sont marginalisés, même si évidemment la marginalisation est loin d'être parfaite. Pour conclure sur cette intervention, la manière dont nous on analyse la situation actuelle et la diffusion des idées d'extrême droite, c'est qu'on est dans un basculement sociétal. On est en train de passer d'une société qui était celle des 30 glorieuses, des années d'après-guerre et des décennies qui ont suivi, une société de conquête de droits, où finalement tout le monde était mobilisé autour de la conquête de nouveaux droits, tout le monde était mobilisé autour de la conquête de davantage d'égalité et davantage de liberté, davantage de fraternité, pour reprendre des termes qui vous sont chers. Et on est en train de passer à une société de destruction des droits, où finalement les gens vont accepter de perdre leur emploi, vont accepter d'avoir de moins bonnes conditions de travail, si on leur assure que finalement le voisin migrant, le voisin musulman, le voisin différent a plus de contraintes, plus d'entraves, plus de discrimination que lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment marquant. Et toute contre-offensive que l'on pourra mener et qui pourra éventuellement être victorieuse au niveau du camp des antiracistes, ce sera une contre-offensive qui se matérialisera à travers la mobilisation de la société pour la conquête ou la préservation ou la conquête de nouveaux droits, et pour rappeler au plus grand nombre que l'intérêt du plus grand nombre, c'est qu'il y ait plus de démocratie, plus de liberté, plus d'égalité, et ça implique aussi la solidarité avec différentes minorités qui sont opprimées aujourd'hui. Je vous remercie.